Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. C'est Monsieur Bissa, enseignant à l'USTHB. À travers cette suite de vidéos, je vais présenter donc le cours d'algorithmique qui concerne les filières MI. Bon, spécialement pour l'USTHB, mais bien sûr, les différents étudiants peuvent nous suivre à travers cette chaîne YouTube. Et vous pouvez poser vos questions, bien sûr, à travers le mail que je vais donner à la fin de chaque séance. Bon, commençons par une introduction. D'abord, je souhaite les bienvenus à tous les étudiants à l'USTHB. Et à travers cette vidéo, on souhaite les bienvenus aussi à tous nos étudiants, que ce soit ici en Algérie ou bien à l'extérieur. Donc, vous êtes inscrit en première année MI. Le M, c'est pour mathématiques, chose qui est connue pour vous. Donc, vous avez suivi des mathématiques à travers votre cursus, que ce soit CEM ou au lycée. Donc, vous savez bien qu'est-ce que c'est que les mathématiques. Pour le I, donc, c'est l'informatique, donc mathématiques et informatique. Qu'est-ce que c'est que cette informatique? Je pose souvent cette question à mes étudiants, donc j'ai plusieurs réponses. Par exemple, ils disent, bon, l'informatique, c'est l'ordinateur. Donc, tout ce qui concerne le hard, ou bien le matériel informatique. D'autres étudiants vont me dire que c'est les programmes. Donc, ils vont me citer, c'est Excel, c'est tel, c'est Word, c'est les différents programmes qu'on utilise. D'autres personnes, ils vont me dire que c'est Internet. Donc, lorsqu'on parle d'informatique, donc on parle d'Internet. J'ai souvent d'autres réponses. Par exemple, ils disent que c'est des applications, des logiciels, des résultats. Eh bien, vous avez raison. Donc, tout ça, ça concerne l'informatique. Donc, tout ce que vous avez cité là, fait partie de l'informatique. Alors, les origines de ce mot-là. Pour revenir à qu'est-ce que c'est que l'informatique, donc c'est tout ce qu'on a vu, tout ce que vous avez répondu et que souvent mes étudiants répondent lorsqu'on est à l'amphi. Alors, l'origine de ce mot-là, donc la première apparition était en 1957. C'était un ingénieur allemand qui avait écrit un livre intitulé, donc sa traduction en français, c'est traitement automatique de l'information. C'est ça l'informatique, c'est le traitement automatique de l'information. Ensuite, donc, il y avait d'autres utilisateurs, donc, que ce soit le français qui avait fondé une société dont l'acronyme c'est SIA, qui veut dire Société d'informatique appliquée. Donc, le mot informatique, il est conçu de deux mots, au fait, c'est information et automatique. Et donc, lorsqu'on a fusionné ces deux mots-là, on a obtenu le terme informatique, qui veut dire donc information automatique. Bien. Si on prend la définition qu'on trouve sur les dictionnaires, bon là j'ai pris une définition de Wikipédia, ils définissent l'informatique comme étant un domaine d'activité scientifique, technique et industrielle concernant le traitement automatique de l'information numérique par l'exécution de programmes informatiques par des machines. Des machines telles que systèmes embarqués, des ordinateurs, des robots, des automates, etc. Alors, si on voit cette définition-là, je vais trouver quelques mots-clés dans la définition. Donc, on a traitement automatique, on a information numérique, exécution de programmes par des machines. Donc, c'est les mots-clés de cette définition. Ça veut dire que, à partir d'une information numérique, voilà, on va exécuter des traitements sur ces informations-là en utilisant des programmes à travers des machines, donc matérielles, pour arriver à des résultats. Donc, c'est ça la chaîne qui définit l'informatique. Donc, à travers une information numérique, je vais exécuter des programmes par des machines
qui veut dire faire des traitements pour arriver à des résultats. Comment faire tout ça? Comment faire tout ça? Alors, si on revient un peu en arrière, alors depuis des années, l'homme a utilisé différents outils qui vont l'aider à réaliser des tâches pénibles. Donc, l'être humain, il a développé souvent des choses qui vont l'aider à réaliser des tâches qui sont fatigantes. Par exemple, au lieu de creuser avec une pioche, il a réfléchi, donc il a développé des engins qui permettent de faire cette tâche-là d'une manière très facile. Et vous remarquez que ça ressemble un peu, donc ça va reprendre exactement le même travail que l'être humain, sauf que ça va se faire avec des engins, avec du matériel, qui ressemble un peu. Donc l'homme, il a utilisé ses mains pour creuser une pioche. Donc là, on voit que, par exemple, la pelle de cet engin, elle ressemble un peu à la main de l'être humain. Donc il est en train de creuser. Labourer le terrain, donc on utilisait des trucs donc, qui se faisaient en utilisant des animaux et des matériels un peu classiques. Bon, il a développé en utilisant maintenant du matériel développé. La même chose pour les constructions, pour les trucs voilà, donc je prends là quelques exemples matériels donc, que l'être humain a développé pour justement réaliser ou bien le remplacer dans la réalisation des tâches qui sont pénibles, qui le fatiguent en quelque sorte. Mais il y a un autre domaine qui est assez fatigant aussi, c'est le traitement de l'information. On a souvent l'être humain qui a des tâches qu'il va réaliser en utilisant son cerveau. Et ce sont des tâches qui sont encore pénibles par rapport à l'être humain. C'est vrai qu'il ne va pas fournir un effort physique, mais c'est plutôt un effort moral. Et le soir, lorsqu'il arrive chez soi, donc il sent la fatigue sans qu'il a fait un effort physique. Pourquoi? Parce que c'était un effort moral. Alors, il cherche de l'aide. Donc, disons, comme on a trouvé des solutions à travers ces développements-là, pourquoi ne pas penser à trouver une solution qui va faciliter ces tâches-là réalisées par notre cerveau. Alors, quelle est la solution? Pour créer un outil qui nous aide à réaliser une tâche quelconque, il faut bien comprendre ce qu'on doit faire. Au final, donc, cet outil va nous remplacer dans la réalisation de la tâche. Comme on a vu pour les différents domaines, que ce soit industriel ou la vie quotidienne, la lessive, tout ça. Donc, pour créer ou bien pour réaliser ou bien pour construire une machine qui va nous remplacer, on devait comprendre ou bien détailler qu'est-ce que fait l'être humain manuellement. Et ensuite, on a imité en quelque sorte, on a essayé de remplacer cette tâche-là en utilisant du matériel. La même chose aussi. Donc, si on veut que la tâche de traitement de l'information soit réalisée par un outil qu'on va développer, donc il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'être humain, ou qu'est-ce qui se passe avec l'être humain, comment il réalise cette tâche, pour essayer de trouver une solution qui va remplacer l'être humain avec du matériel. Qu'est-ce qui se passe donc dans le traitement de l'information? En tant qu'être humain, pour traiter l'information, première chose, c'est avoir l'information. Si on veut traiter une information, donc il faut l'acquérir, il faut qu'on ait cette information-là. Bon, pour l'être humain, l'acquisition de l'information, elle peut être faite en utilisant les 5 sens. Donc, la vue, l'audit, le goût, tout ça, donc les 5 sens que vous connaissez bien, pour récupérer justement cette information-là. Je peux voir, par exemple, un texte, un exercice, je vais le lire, et donc je vais le traiter. Je peux entendre une question pour donner une réponse. Je peux sentir une odeur ou sentir un goût pour donner mon avis. Et donc tout ça me permet d'acquérir ou bien d'avoir une information pour la traiter. Le traitement,
où est-ce qu'il se fait? Donc, c'est à travers le cerveau. Une fois qu'on a l'information, donc on envoie ces informations-là vers notre cerveau, qui va faire le traitement de cette information, et enfin, il va répondre. Il va répondre aux problèmes soulevés, donc donner des résultats, toujours manuellement. Par exemple, vous avez un exercice algorithmique, vous allez réfléchir, traiter l'information qui est dans cet exercice-là, et ensuite vous donner la solution algorithmique. Donc, l'outil qui va nous remplacer doit faire la même chose. Ça veut dire qu'il doit imiter en quelque sorte le travail de l'être humain. Donc, il doit avoir l'information, il doit la traiter, il doit fournir des résultats. Donc, tout ça doit se faire d'une manière automatique. Alors, pour avoir l'information, donc, on a différents outils. On a les claviers, les souris, les appareils photo, microphones, les caméras, les scanners, tout ça. Ça nous permet d'introduire une information d'une manière automatique. Donc, c'est ce qu'on appelle les unités d'entrée. La deuxième phase, qui est le traitement de l'information, donc on a développé des processeurs, donc des unités centrales de traitement, qui vont remplacer en quelque sorte, qui vont imiter le cerveau de l'être humain. C'est ce qu'on appelle l'unité centrale de traitement. Et enfin, nous avons donc les résultats à travers les unités de sortie, donc ils peuvent être des écrans, des écouteurs, des imprimantes, et ainsi de suite. Donc, cette chaîne-là, c'est exactement ce qu'on appelle un système informatique. Donc, un système informatique, c'est quoi? C'est un ensemble d'unités d'entrée qui permettent d'introduire l'information, une unité centrale de traitement qui va traiter cette information-là, donc qui va remplacer en quelque sorte le cerveau de l'être humain, et enfin, un ensemble d'unités de sortie qui permettent de délivrer les résultats de ce traitement-là à base de ces données ou bien de ces informations en entrée. Vous allez me dire, oui, bon, comment faire tout ça? Comment faire passer l'information vers cet outil-là? Très bonne question. Alors, on sait que tout être vivant a son propre langage de communication. Nous, en tant qu'être humain, donc on a notre langage pour discuter. Vous savez bien que les abeilles, par exemple, les fourmis, ils ont des langages pour discuter entre eux. Vous allez me dire, oui, mais notre fameuse machine qu'on veut créer, qui va remplacer l'être humain dans le traitement de l'information, n'est pas un être vivant. Alors, comment est-ce qu'elle peut communiquer avec nous, en quelque sorte? Je veux dire que c'est vrai. Mais vous voyez bien qu'on peut toujours lui donner une vie à cette machine-là, à ce matériel-là. On a dans la vie courante des personnes sourdes qui n'entendent pas, mais on arrive toujours à trouver des moyens pour leur transmettre de l'information. Par exemple, on utilise le langage de signes. Donc, c'est un langage différent du langage qu'utilisent les êtres humains qui sont sains, donc qui n'ont aucun problème. Mais si on trouve quelqu'un qui ne peut pas entendre, donc on peut s'adapter et développer des langages de signes de telle sorte qu'on peut communiquer avec lui, même s'il ne comprend pas ou bien s'il n'entend pas le langage. Là aussi, donc, on peut utiliser un langage de signes. Vous allez dire, bon, qui va chercher un langage de signes avec une machine? Bon, ce n'est pas exactement un langage de signes manuel, où on utilise des mains, mais c'est un langage de signal électrique, donc qui ressemble à des signes. Par exemple, l'alphabet Morse. Donc, vous savez qu'à un certain moment, on a développé cet alphabet-là, donc qui permet la communication en utilisant des signaux électriques. Donc, des points, des tirets, et chaque caractère, donc, il est codé à travers ces deux symboles-là, donc, à travers le point et le tiret. Donc, je peux former tout un alphabet, et donc, si on a les caractères, si on a l'alphabet, donc, on peut former des mots. Et donc, en utilisant un signal, un langage de signes, tel que Morse, donc, on arrive à transférer, à faire passer l'information. Bon, là, au lieu d'utiliser des points et des tirets comme pour l'alphabet Morse ou bien le langage Morse, on va utiliser des 0 et des 1. C'est ce qu'on appelle des bits en informatique, qui vient du binary digit.
Donc, au lieu d'utiliser point tiré, on va utiliser 0,1. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire avec des 0 et des 1? Vous allez me dire, bon, 0,1. C'est quoi le 0,1? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec ce 0,1? Appel à l'aide, SOS. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 0,1? Aladdin, on veut communiquer en utilisant 0 et 1 seulement. Est-ce qu'on peut le faire? Choubik Loubik. Donc, il nous a donné la solution. C'est bon, les mathématiques sont là. Heureusement, donc on peut facilement passer du système décimal au système binaire. Système décimal, c'est le système qu'on utilise en tant qu'être humain. Donc, c'est ce que vous avez appris jusque-là. Bon, les gens qui étaient au lycée dans les filières mathématiques ou bien maths techniques, ils savent bien qu'est-ce que c'est que le binaire. Bon, pour les autres, ce n'est pas quelque chose de difficile. Vous allez le voir en détail dans le module de codage, CRI. Bon, finalement, les mathématiques, donc, ils peuvent transformer toute information en décimale vers une information en binaire, en utilisant juste le 0 et le 1. Par exemple, si vous avez des opérations décimaux, 45 plutôt décimales, 45,10 plus 0,431, donc on va l'envoyer vers le système binaire qui utilise que des 0 et des 1, et on peut retransformer le résultat vers le système décimal. Tout ça, c'est facile en utilisant les mathématiques. Et donc, on a eu l'idée. Tout ce qu'on peut faire en tant qu'être humain, on va le transformer en 0,1 et l'envoyer à la machine. Elle va faire ses traitements en 0,1. Elle va nous renvoyer les résultats en 0,1. En se basant toujours sur les mathématiques, on va transformer en décimal. Et c'est réglé. Et donc, ce problème-là de passage de l'information, on peut le régler. Attends. Mais comment la machine arrive à faire des opérations? Vous allez me poser la question. Bon, il y a les mathématiques qui sont là, mais comment est-ce que la machine peut faire ces opérations-là? Bien, je veux dire que la machine, c'est exactement comme un petit enfant. On lui apprend à faire des choses de base. Ensuite, lorsqu'on lui demande de répéter, il répète. Si vous avez un enfant, à partir déjà de 8 mois, 9 mois, on peut lui apprendre des choses qui sont très simples, des choses de base. On ne va pas lui demander de faire des choses assez importantes, mais vous pouvez par exemple demander à un bébé de 9 mois d'apporter quelque chose, d'apporter des jouets. On peut citer des jouets et vous voyez qu'il peut les ramener. Bon, peut-être il a des problèmes au début pour faire la différence entre les différents jouets, mais il arrive finalement à le faire. Alors, c'est ce qu'on va faire exactement avec cette machine-là. On va lui apprendre des choses de base. Donc, cette machine, elle est dotée d'un ensemble de circuits de base que vous allez voir dans le module de CRI, enfin, dans le deuxième semestre, les circuits de base. Alors, ces circuits-là, ce sont des circuits électroniques qui permettent de faire des opérations simples, telles que l'addition et la soustraction, par exemple. Et donc, maintenant, une fois qu'on a pu, à travers les circuits de base réaliser des opérations simples, c'est à nous maintenant de s'adapter. Lorsque vous voulez demander une tâche à un enfant de 2 ans, de 3 ans, de 6 ans, une tâche qui est importante, donc vous allez en quelque sorte vous adapter avec cet enfant-là pour expliquer la tâche qu'il doit faire d'une manière très simple. Je donne un exemple. Vous demandez par exemple à un enfant de 3 mois, plutôt de 3 ans, d'allumer la télévision en utilisant la télécommande. Bon, je peux dire appuyer sur la touche on. Mais un enfant de 3 ans, bon, soi-disant, il ne comprend ni on, ni off, ni rien du tout. Alors, si je veux maintenant m'adapter au niveau de cet enfant-là, je peux lui demander, bon, qu'est-ce qu'il sait? Maintenant, il connaît par exemple les boutons. Il connaît les couleurs. Je peux dire, appuyer sur le bouton rouge. Maintenant, je n'ai pas utilisé la touche on. J'ai utilisé le bouton rouge. Le bouton, il sait ce que c'est. Le rouge, il sait ce que c'est. Maintenant,
sans passer par la question de on, hadia, qui est un peu un niveau supérieur par rapport à cet enfant-là, mais on a réduit le problème et on a utilisé des opérations basiques. Au lieu d'utiliser la touche on, j'ai dit le bouton rouge. Et ainsi, cet enfant-là, il peut allumer cette télévision. Bon, c'est entre parenthèses. Maintenant, les enfants, ils peuvent faire beaucoup de choses plus que ça. Peut-être même que les adultes ne peuvent le faire. Donc, une fois qu'on s'adapte à ce qu'on a appris à cette machine-là de faire, donc les choses de base, on va essayer maintenant, c'est à nous de réduire, d'alléger un peu ce qu'on veut faire en utilisant ces opérations de base. Donc, l'idée, c'est de trouver ces solutions en utilisant le même langage que la machine, en utilisant le même langage que cet enfant-là. Là, on veut lui demander de faire des choses, on va les expliquer, on va expliquer la tâche qu'il va faire en utilisant son langage, et non pas le langage des adultes. On a la même chose. Donc, on va utiliser des solutions, enfin, trouver des solutions en utilisant ces opérations de base comprises, ou bien que la machine peut comprendre, ce qui fait qu'on va utiliser ce langage-là qu'on appelle le langage machine. Vous savez bien qu'en étant des élèves au primaire, par exemple, on vous a appris à faire des calculs, des additions, des soustractions, sans avoir aucune idée sur le système de numération. Vous avez fait des opérations d'addition, des soustractions, sans parler de système décimal. On vous a parlé des systèmes à travers le lycée, bien à partir du lycée. À partir du lycée, donc, vous avez vu qu'il y avait le système décimal, donc, et même actuellement, peut-être qu'il y a des filières ou bien des branches qui ne font pas les systèmes de numération, donc ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui se passe. Mais pour voir que on peut faire des traitements sans avoir besoin de l'arrière-plan, c'est-à-dire du background de ces opérations-là. Vous avez des outils, il faut permettre d'appliquer, mais sans savoir exactement qu'est-ce qui se passe derrière. Alors vous allez me dire, mais quel langage parle la machine? Vous parlez ici de langage. On parlait de 0,1, de circuit de base, mais là, vous parlez de langage. Eh bien, voilà la machine qui parle. Mais je ne comprends rien. Elle parle, mais je ne comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ce langage-là? Le langage machine. Alors, le langage machine, ou bien ce qu'on appelle aussi le code machine, est la suite de bits. Le bit, c'est quoi? On avait dit que c'est les 0,1. Binary digit, donc que ce soit le 0 ou bien le 1, on les appelle des bits. Alors, cette suite de bits, cette suite de 0,1, est interprétée par le processeur. Le processeur, c'est l'unité centrale. N'oubliez pas, flash-end d'un système informatique, vous avez l'unité d'entrée, l'unité de centrale et l'unité de sortie. Alors, ce qui a l'unité de traitement, on trouve le processeur, ce cerveau-là. Il va interpréter cette suite de bits. Donc, c'est la suite de bits interprétée par le processeur d'un ordinateur, donc c'est l'unité centrale de traitement, exécutant un programme, c'est ce qu'on a vu dans la définition de l'informatique. C'est le langage natif, c'est comme le langage qu'on trouve chez les humains. Donc, un enfant qui est né en Algérie, par exemple, son langage natif, c'est l'arabe. Quelqu'un qui est né en Angleterre, donc le langage natif, son langage natif, c'est l'anglais, ainsi de suite. Donc, c'est le langage natif d'un processeur. Ça veut dire que le processeur ne connaît au début que ce langage-là. Il ne peut pas interpréter autre chose. C'est-à-dire le seul qu'il puisse traiter. Donc, il ne peut pas traiter autre chose. Alors, il est composé d'instructions et de données à traiter codées en binaire. C'est la définition qu'on trouve sur Wikipédia. Donc, la définition du langage machine, c'est ça. Donc, c'est une suite binaire que la machine peut traiter. Cette suite binaire d'instructions, elle est composée donc des données et des instructions. Donc, les données qui sont les informations en entrée et les instructions qu'on va exécuter dans l'unité centrale de traitement. Alors, l'interprétation du code binaire, ce qu'on parle ici d'interprétation de cette suite binaire, se fait suivant un modèle.
Donc, elle se fait suivant une architecture qui est proposée donc, par le fameux John von Neumann, élaboré en 1945. Donc, la première machine, le premier ordinateur tel qu'on le connaît actuellement, est né en 1945. Donc, son architecture, donc son design, a été développé par cet homme-là. Donc, on peut dire que c'est le père de l'informatique actuelle. C'est quoi cette machine de von Neumann? Donc, qu'est-ce qu'il a développé de telle sorte que la machine puisse interpréter cette chaîne binaire? Alors, l'unité centrale de traitement de la machine est composée de 3 unités dans cette architecture. Dans ce modèle-là, donc, la machine est composée de 3 unités. On a ce qu'on appelle la mémoire centrale, c'est pour stocker les programmes et les données et les résultats. N'oubliez pas qu'on essaie toujours d'imiter, en quelque sorte, de faire une ressemblance entre l'être humain et cette machine. Pour que l'être humain puisse traiter des informations, donc il a besoin d'une mémoire. Donc la machine qu'on va concevoir, elle doit être dotée d'une mémoire. Donc c'est ce qu'on appelle la mémoire centrale. Ensuite, on a une unité arithmétique et logique, UAL. Elle sert à réaliser les opérations arithmétiques et logiques. Les opérations arithmétiques telles que le plus, le moins, soustraction, et logiques telles que et ou le test, si supérieur, si c'est inférieur, ainsi de suite. Tout ça, ça se fait au niveau de cette unité-là. Et toujours là, on va faire une ressemblance avec ce que l'être humain peut faire. Donc là, en tant qu'être humain, on peut réaliser des opérations arithmétiques et on peut faire des opérations logiques, on peut comparer, on peut décider. Donc ça, tout ça, c'est des opérations logiques. Et enfin, une unité de commande et de contrôle, c'est ce qu'on appelle l'UCC, donc c'est pour contrôler le déroulement de toutes ces opérations-là. Hada, c'est en quelque sorte le cerveau, c'est lui qui dirige, c'est lui qui donne les ordres, calculer, afficher, faites ça, faites ceci, donc c'est à travers cette unité-là. Alors, ces 3 unités, elles sont reliées entre elles à travers des lignes de commande qu'on appelle des bus. On les appelle des bus, donc ce qui permet de faire le lien entre ces différentes unités. Donc l'unité de commande, elle va contrôler la mémoire centrale, elle contrôle l'unité arithmétique et logique. Cette unité, elle a besoin des données qui se trouvent dans la mémoire. Alors tout ça, pour faire ce lien-là, on utilise justement ces bus. Alors les bus à demain, on a 3 types de bus. On a ce qu'on appelle les bus de commande. Donc c'est les ordres. Ramener cette information, sauvegarder cette information, afficher cette information, faites ce calcul, ça c'est des ordres. Donc les ordres, ils sont donnés toujours par l'UCC. Le deuxième bus, c'est le bus d'adresse. Le bus d'adresse, ça veut dire que, par exemple, ramenez-moi un verre d'eau, l'eau se trouve au réfrigérateur. Donc l'adresse de l'eau, c'est le réfrigérateur. Donc le bus d'adresse va nous définir le lieu où est-ce qu'on va trouver l'information, où est-ce qu'on va déposer le résultat. Une fois que vous avez ramené le verre d'eau à partir du réfrigérateur, posez-le sur la table. Donc la table, c'est l'adresse du résultat. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le bus d'adresse. Donc il va nous définir où est-ce qu'on va ramener l'information et où est-ce qu'on va poser le résultat, et ainsi de suite. Le bus de données, donc c'est le lien qui va acheminer les données, que ce soit les données en entrée ou bien les résultats en sortie, qui s'appellent aussi des données. Ces bus-là, donc, ce sont des moyens de transport physiques. C'est des moyens de transport qui permettent de transporter l'information, que ce soit une commande ou bien une adresse ou bien une donnée, entre les différentes unités de cette machine. Ça, c'est l'architecture, c'est ce qu'on appelle l'architecture de von Neumann. Alors, comment, à travers cette architecture-là, à travers ce modèle, la machine peut exécuter des informations? Alors, dans cette architecture, tous les mots du langage, afin de faciliter, de pouvoir interpréter, tous les mots du langage, ils ont la même taille. Ce n'est pas comme le langage naturel qu'on utilise non en tant qu'être humain. Pardon? Le langage de la machine, c'est un ensemble de mots qui ont la même taille. Pourquoi la même taille? C'est pour faciliter l'interprétation. Parce que n'oubliez pas que c'est une machine physique, c'est quelque chose de matériel. Donc, le fait de décomposer les mots en même taille, ça veut dire qu'à chaque période, je peux traiter la même information. Et ça facilite donc le traitement.
elles suivent un schéma précis. C'est en quelque sorte des moules. Maintenant, en tant qu'être humain, pour le langage naturel, bon, on a ces schémas, mais qui sont un peu intelligents. Donc, vous avez par exemple le verbe, le sujet, le complément. Tout ça, ça fait partie de notre langage. La même chose ici, au lieu d'introduire du vocabulaire, de la grammaire, je ne sais pas, des règles de conjugaison et tout, on a le langage de la machine, il va suivre un certain schéma qui va correspondre en quelque sorte aux règles des langages naturels. Par exemple, si je vous dis qu'on a ce message binaire, on a cette suite de bits binaires. Si on vous dit que la taille du mot est de 11 bits, c'est-à-dire chaque mot de ce message-là, il a une taille de 11 bits. Si je pose la question, quel est le nombre de mots dans ce message? Vous allez compter et vous allez me dire que c'est 3. 1, 2 et 3. Donc, j'ai 3 groupes de 11 bits, ce qui fait que ce message-là est constitué de 3 mots. Donc, déjà, on voit qu'on peut interpréter une suite binaire. Si on dit à la machine que les mots, ou bien on lui fait apprendre un langage où les mots sont composés de 11 bits, à partir de ce message binaire, la machine peut détecter qu'on a utilisé 3 mots pour lui transmettre une information. Bien. Maintenant, si on vous dit que chaque mot est composé de 3 parties, de gauche à droite, dans ce sens. De cette manière, 3 bits, les 3 premiers bits, donc ceux-là, ils désignent une opération. Par exemple, on va vous dire que 001, c'est un code, c'est un signe qui veut dire plus. 010 veut dire moins. 011 veut dire X. Bon, ça c'est juste des exemples. Mais en réalité, c'est ça. Donc chaque opération, elle a un certain code. Bon, supposons que c'est ça. Supposons que le code du plus, c'est 001, le code du moins, c'est 010, et le code du produit, de la multiplication, c'est 011. Alors, on a dit que le mot ADA, il est décomposé en 3 parties. Donc, 3 premiers bits. 4 bits suivants, ils désignent le premier nombre. Et les 4 bits qui suivent désignent le deuxième nombre. C'est ça les mots, bien le schéma du mot d'un ordinateur ou bien d'une machine. On décide que chaque mot, il a une taille de 11 bits. La première partie, c'est l'opération. La deuxième partie, c'est le premier nombre. Et la troisième partie, c'est le deuxième nombre. Maintenant, comment interpréter le sens du mot, comme on le voit dans le langage naturel, par exemple, je dis sujet, verbe, complément. Ici, c'est opération, nombre 1, nombre 2, qui veut dire exécuter l'opération sur les 2 nombres. Alors, si je vois maintenant cette information-là, en appliquant ces règles du langage, donner l'interprétation de ce message. C'est simple. Qu'est-ce que vous allez dire? Je prends le premier nombre, le premier mot de 11 bits, donc je vais prendre les 11 premiers bits. Je vais, suivant les règles, les décomposer en 3 zones. Donc, première, qui veut dire plus, parce que 001, c'est plus. Deuxième, c'est 0101. Bon, là, pour les gens qui ont fait les systèmes de numération en terminale, vous savez bien qu'est-ce que c'est que ça, le passage du binaire au décimal. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, bon, sachez que l'équivalent de 0101, c'est 5. Vous allez le faire dans le module de codage CRI. Mais sachez, c'est une opération très simple. De toute façon, pour les gens qui l'ont fait en terminale, vous savez bien que c'est simple. Pour les gens qui vont le faire en série, vous allez le voir aussi que c'est très simple. Donc, 010, on va l'interpréter du binaire au décimal, c'est 5. Parce que là, on veut finalement interpréter. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe en machine qui va se traduire en langage naturel. Le troisième mot, c'est le deuxième nombre, 0011. Vous allez voir que c'est égal à 3. Je vais interpréter le deuxième mot, donc les 11 bits suivants. La même chose, je décompose suivant les règles. Parce qu'on vous dit que le schéma, le moule, c'est ça. Donc 3, 4, 4. C'est comme une tactique de jeu sur un terrain de foot.
Donc, là, c'est 3-4-4. Je ne sais pas ce qu'il y a cette technique-là. Personne ne l'a appliquée. Bon, là, on l'applique. Donc, 3 bits, 0, 1, 0. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais accéder à la table TAI. 0, 1, 0 veut dire moins. Donc, c'est moins. Les deuxième groupe, 0, 1, 1, 1. Je fais appel aux mathématiques. Ils me disent que ça, c'est l'équivalent du 7. Troisième groupe, 0, 0, 10, qui veut dire 2. Troisième mot, les 3 derniers 11 bits, la même chose, je décompose en 3 zones. Première zone, c'est multiplication, c'est 0, 1, 1. Deuxième zone, c'est 0, 1, 0. Les mathématiques me disent que ça, c'est le 4. Et enfin, 0, 1, 0, vous l'avez vu ici, c'est le 5. Finalement, l'interprétation de ce message-là binaire par la machine, en appliquant ces règles du langage, de son langage, veut dire 5 plus 3, 7 moins 2 et 4 fois 5. Voilà, maintenant on passe à l'inverse. Comment on demande à la machine de faire la somme de 7 plus 5? De la même manière. De la même manière, ça veut dire qu'on va essayer de traduire ce message et le faire passer à la machine pour qu'elle puisse faire l'opération. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire l'addition. L'addition, on a vu, c'est 0, 0, 1. L'addition de quoi? Premier nombre, c'est le 7. Le 7 binaire va se traduire en 0, 1, 1, 1. Le 5 va se traduire, vous l'avez vu, en 0, 1, 0, 1. Maintenant, on va ordonner ces suites de bits suivant le format de 11 bits, chaque mot. On a d'abord l'opération, le premier nombre, ensuite le deuxième. Ça va donner ça. Donc, le mot, c'est 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Et voilà. C'est simple. Vous parlez machine. C'est très simple. Vous allez me dire, non, monsieur, non, 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 c'est pas simple. C'est pas aussi simple que ça. Oui, vous avez raison, c'est pas aussi simple. C'est vrai que, à travers l'exemple, on a réduit un peu le problème, mais c'est pas aussi simple. Une opération d'addition, vous voyez qu'est-ce qu'on a fait. Alors, imaginez pour des problèmes un peu plus importants, bien plus importants que ça, on va se perdre les 0 et 1. C'est vrai que c'est pas facile. Alors, mais malheureusement, la machine ne comprend que ça. On a dit que son langage natif, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Il n'y a pas un autre moyen? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Vous dites toujours des choses qu'on ne comprend pas. Cette fameuse machine nous parle, mais on ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il dit? On n'a toujours rien compris. Quelle est la solution? Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que j'ai le coronavirus. Eh bien, c'est bon. L'idée, elle est bonne. L'idée, elle est bonne. Ça veut dire qu'il y avait notre machine qui parlait chinois. On ne comprenait rien. Et donc, on n'a rien compris. Soudain est apparue une personne qui nous dit, voilà, ce bonhomme-là, il dit qu'il a le coronavirus. L'idée, c'est quoi donc? L'idée, c'est utiliser un traducteur qui va nous traduire. Donc, c'est vrai que la machine ne comprend que ça. Nous, on ne comprend pas ça, mais on a trouvé une personne qui connaît, qui maîtrise les deux. Donc, les spécialistes de l'informatique, ils maîtrisent les 0,1 et ils maîtrisent notre langage naturel. Nous, en tant qu'utilisateurs qui ne sont pas encore professionnels, nous ne maîtrisons pas cela. Donc, on a besoin de quelqu'un qui va traduire ce qu'on demande en langage naturel vers la machine et traduire les résultats de la machine vers notre langage naturel. Donc, l'idée, c'est le traducteur. La solution est de développer un traducteur. Donc, ceux qui maîtrisent le 0,1 vont jouer le rôle de ce traducteur-là. Donc, au lieu d'apprendre le langage machine, on préfère des langages plus simples. C'est ce qu'on appelle des langages de programmation, tels que Pascal, le C, le Python, le Java, ainsi de suite. Vous allez voir qu'il y a plusieurs langages de programmation. C'est des centaines de langages qui existent dans ce domaine-là. Bon, il y a des langages qui sont plus utilisés que d'autres. Alors, l'idée, donc, c'est d'apprendre un langage un peu évolué, donc plus évolué que le langage machine, qu'on peut apprendre facilement et qu'on peut manipuler facilement. Ensuite, ce traducteur-là, il nous donne
l'aide, il nous donne de l'aide pour passer justement de ce langage vers le langage machine. Il va nous traduire. Donc, on passe par une phase de traduction pour arriver au langage machine. La phase de traduction, elle est généralement assurée par un programme. Là, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un être humain qui va faire cette tâche-là. Donc, c'est des programmes, vous allez voir après, qu'on développe des programmes, des logiciels qui nous permettent de faire justement ce passage du langage évolué tel que le Pascal, C, et ainsi de suite, vers le langage machine, qu'on appelle généralement des compilateurs, et parfois vous avez des interpréteurs. Bon, actuellement, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails, quelle est la différence entre les deux, mais disons que les plus connus, c'est des compilateurs, ou bien les plus utilisés, c'est des compilateurs, parce qu'ils permettent de faire des choses plus qu'un interpréteur. Bon, la différence entre ces deux n'est pas intéressante pour le moment, mais sachez qu'il y a des programmes qui nous permettent donc de faire le passage du langage de programmation vers le langage machine. Un compilateur, donc, c'est quoi? Le rôle TAO, c'est quoi? Donc, c'est un programme, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas une machine, c'est un programme qui traduit le code source, c'est-à-dire ce qu'on demande à la machine de faire en utilisant un langage de programmation, donc compréhensible par les êtres humains, vers un code binaire, donc en 0,1, qui est compréhensible par la machine. Le but étant de générer ce qu'on appelle un programme exécutable par un ordinateur. Bon, là, vous allez voir que c'est ça la différence. Ça sera la différence entre un compilateur et un interpréteur. Donc, le compilateur, il permet de générer un exécutable, or que l'interpréteur, il a toujours besoin de l'interpréteur. Bon, vous allez me dire maintenant, mais vous avez cité plusieurs langages. Quel langage de programmation doit-on apprendre? Est-ce qu'on est obligé maintenant d'apprendre tout ça? Pascal, C, Python, Java, ainsi de suite. Et vous avez dit qu'il y avait des centaines de langages. Est-ce qu'on est censé les savoir tous? Eh bien non. Pour commencer, on peut choisir n'importe quel langage. Mais le but, bien le plus intéressant, ce n'est pas exactement le langage. Parce que vous allez voir qu'apprendre un langage, c'est facile. Que ce soit le C ou autre, apprendre un langage, c'est facile. Mais avant ça, il faut apprendre à savoir présenter la solution informatique. Ça veut dire, finalement, le langage ADA, c'est juste une phase allégée pour écrire la solution, bien pour expliquer la solution à la machine à travers son langage. Donc, pour faire le passage du langage de programmation vers le langage machine, on a utilisé un traducteur, un interpréteur ou bien un compilateur. Mais avant ça, il faut trouver la solution. Parce que si vous n'avez pas la solution informatique, vous ne pouvez pas rédiger un programme. Donc, finalement, le programme, ce n'est qu'une écriture, ce n'est qu'une image de la solution informatique. Donc, le plus important, c'est de savoir présenter justement cette solution, de sorte à ce que la machine puisse l'exécuter. Donc, c'est la manière de présenter la solution en utilisant les mots ou les termes que la machine peut comprendre. Je reviens toujours à l'exemple de cet enfant-là, de 3-2 ans, qu'on lui demande de faire des choses. Donc, le but d'Anna, c'est d'expliquer ce qu'on veut faire à cet enfant-là en utilisant le langage qu'il comprend. Je ne vais pas dire appuyer sur la touche on, mais plutôt appuyer sur le bouton rouge. Donc, cette solution-là, appuyer sur le bouton rouge, c'est ce qu'on veut savoir, ce qu'on veut apprendre dans ce module-là. Alors, ce savoir-faire, donc le savoir-faire, donc qui veut dire présenter une solution informatique, c'est justement le but de ce module-là, le module algorithmique. Donc, à travers ce module, l'objectif, c'est quoi? C'est d'apprendre le concept ou bien les concepts de base de l'algorithmique et de la programmation. Ensuite, être capable de mettre en œuvre ces concepts-là pour analyser des problèmes simples et écrire des programmes correspondants. Et cette année-là, spécialement, on va apprendre le langage de programmation C. Alors, pour la bibliographie, vous pouvez trouver plusieurs ouvrages.
bien plusieurs sites sur Internet qui parlent de ce module-là. Donc, l'algorithmique, maintenant, c'est devenu quelque chose d'universel de base. Vous avez aussi mes deux ouvrages concernant ce module-là. Donc, vous avez un livre d'algorithmique exercice corrigé et vous avez un autre ouvrage qui est la suite, enfin, je ne dirais pas la suite, mais c'est la traduction en quelque sorte de ces algorithmes. J'ai choisi quelques algorithmes de cet ouvrage-là et on les a traduits en langage C. Et bien sûr, je donne des méthodes ou bien les bases du langage. Bon, ce n'est pas les bases du langage C, mais plutôt comment passer d'un algorithme à un programme écrit en langage C. Alors, pour les étudiants qui sont proches d'Alger ou bien proches de l'ISTHP, cet ouvrage, vous pouvez le trouver sur Page Bleue, qui se trouve juste à côté de l'université. Maintenant, pour les gens qui sont loin d'Alger ou bien dans d'autres wilayas, vous pouvez accéder au site Page Bleue et vous allez trouver les librairies plutôt qui sont en relation avec Page Bleue et où vous pouvez trouver ce livre. Donc, on vous donne tous les points de vente de cet ouvrage. Donc, ceci termine cette première séance, ou bien ce premier cours d'introduction à l'algorithmique. Vous pouvez toujours me contacter à cette adresse-là pour toute question ou bien explication. À bientôt dans les cours prochains.